Bienvenue dans cette vidéo sur ce chapitre sur les ondes et les particules. On va s'intéresser dans cette première vidéo aux ondes, en particulier aux ondes mécaniques, et dans une seconde vidéo, on traitera un petit peu les rayonnements et les particules. Donc tout d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une onde? Donc une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Donc on a une perturbation qui va se propager dans l'espace, mais le support qu'elle va utiliser pour se propager ne va pas se déplacer. Je prends un exemple, deux exemples en l'occurrence. L'onde du haut en rouge, c'est une corde à laquelle on donne une petite impulsion. On a une onde qui se déplace horizontalement. On peut voir que une certaine position de la corde, le petit point rouge, s'est déplacée verticalement pour revenir à sa position de départ. La corde ne s'est donc pas déplacée. Dans la seconde animation, donc c'est un ressort, cette fois on donne une petite impulsion au ressort qui se comprime, donc la compression du ressort se déplace horizontalement, et cette fois c'est le repère du ressort, le petit point bleu, qui va se déplacer, mais revenir à sa position d'équilibre. On voit la différence entre les deux, c'est que la perturbation dans le cas de la corde est verticale alors que l'onde est horizontale. Dans le cas du ressort, la perturbation est horizontale et l'onde est horizontale. Quand la perturbation et l'onde sont dans le sens opposé, on appelle ça une onde transversale. Si la perturbation et l'onde sont dans le même sens, on appelle ça une onde longitudinale. L'onde mécanique, précisément, nécessite un milieu matériel pour se propager. Par exemple, la corde ou le ressort ici, en l'absence de corde, l'onde ne peut pas se propager, en l'absence de ressort, l'onde ne peut pas se propager. Ça paraît logique comme ça, mais si je prends un autre exemple, comme le son ne peut pas se propager s'il n'y a pas de molécules. Le son, c'est un petit peu comme le ressort, sauf qu'au lieu de comprimer un ressort, on comprime des tranches d'air, on comprime des molécules. S'il n'y a pas de molécules, il ne peut pas y avoir de son. Donc une onde mécanique, c'est par opposition à une onde électromagnétique qui, elle, n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager, elle peut se propager dans le vide. On va parler un petit peu particulièrement des ondes sismiques. Donc une onde sismique, c'est une onde qui se propage dans un milieu solide, donc dans le sol. Donc on a un tremblement de terre qui est à l'origine de la création d'une onde, qui peut être transversale ou longitudinale. Alors un petit peu de vocabulaire, le foyer c'est l'endroit où se forme l'onde, le foyer du tremblement de terre ou du séisme, et l'épicentre c'est le point juste à la verticale du foyer au niveau de la surface de la Terre. Pour mesurer les ondes sismiques, on utilise des sismomètres qui sont tous constitués du même principe de base, c'est-à-dire un ressort fixé à un bâti qui est fixe par rapport au sol, et de l'autre côté fixé à une masse assez lourde qui permet de faire bouger un stylet ou un capteur pour un ordinateur. Donc dans le cas du sismomètre mécanique, on voit la masse fait bouger le stylet et on enregistre sur un papier les différents mouvements du sol. Dans le second cas, le ressort fait bouger une masse qui entraîne en mouvement une bobine dans un aimant. Le mouvement d'une bobine dans un champ magnétique crée un champ électrique. On enregistre les variations du champ électrique dans un boîtier. On a alors un signal qui sera numérique. On va parler un petit peu de la magnitude sur l'échelle de Richter. Alors la formule n'est pas à connaître, j'en parle quand même pour voir un petit peu ce que c'est la magnitude. La magnitude, c'est le logarithme. Alors, le logarithme, c'est une fonction que vous ne connaissez pas encore, que vous allez voir en maths. Le logarithme de l'amplitude maximale donnée par le sismomètre divisé par une amplitude de référence à un endroit donné. Donc, la magnitude n'est pas proportionnelle à l'amplitude du séisme. Donc, c'est pas parce que on a un séisme, par exemple, un séisme de magnitude 6 n'aura pas une amplitude 2 fois plus importante qu'un séisme de magnitude 3. On verra ça un petit peu plus tard. Non d'ailleurs, on va voir ça maintenant. Donc je vous propose de voir un petit défi, de faire un petit calcul. Donc je vous montre le petit défi, on met les choses en place. Ensuite il faudra mettre la vidéo en pause, le temps de faire votre calcul, et revenir sur la vidéo pour la correction. Donc je vous demanderai de comparer le rapport des amplitudes maximales, c'est-à-dire les valeurs de Y, enregistrées par un sismomètre lors du séisme du 11 mars 2011 au Japon. Donc le séisme avait une magnitude de 9, et ça réplique 4 jours plus tard une magnitude de 6. Ce que je voudrais savoir, c'est le séisme a été combien de fois plus fort que la réplique. Donc pour ça, on va voir un petit peu la fonction logarithme. Donc la fonction logarithme, c'est le log sur la calculatrice. Donc vous verrez en maths le logarithme au cours de l'année. On en parle là juste un petit peu. Le logarithme d'un produit, le logarithme de a fois b est égal au logarithme de a plus le logarithme de b.
Le logarithme de a à la puissance n est égal à n fois le logarithme de a, donc ça c'est les propriétés du logarithme, et surtout les deux dernières lignes qui vont nous intéresser fortement. Le logarithme de 10 à la puissance n c'est n, donc par exemple le logarithme de 10 puissance 4 c'est 4, mais attention c'est pas valable avec autre chose que 10. Et enfin la fonction inverse du logarithme, c'est la fonction puissance de 10. Si le logarithme de x est égal à a, x est égal à 10 puissance a. Par exemple, si le logarithme d'un nombre est égal à 4, je reprends mon exemple de 4, ce nombre sera égal à 10 à la puissance 4. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, faire vos petits calculs, et puis on en reparle juste après. Voilà, je considère que vous avez joué le jeu, donc on va reparler de la correction. On va utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure, la magnitude qui est égale au logarithme de y max sur y0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'amplitude de donc le y max du premier séisme divisé par l'amplitude de la réplique. Donc si on utilise la propriété du logarithme, la dernière propriété du logarithme, on peut écrire que y max 1, donc 1 c'est le séisme, divisé par y0, est égal à 10 à la puissance m1, m1 étant la magnitude du séisme. Et on a de la même façon pour la réplique y max 2, l'amplitude de la réplique, divisé par y0 qui est égal à 10 puissance m2, magnitude de la réplique. On connaît m1 et m2 sont donnés dans le texte. Donc si je divise y max 1 par y max 2, en simplifiant j'obtiens 10 à la puissance m1 divisé par 10 à la puissance m2, ce qui nous donne 10 à la puissance m1 moins m2. m1 c'est 9, m2 c'est 6, ça nous fait donc 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000. La réplique a donc été 1000 fois plus faible que le séisme. Donc attention, j'insiste bien sur le fait que les magnitudes ne sont pas proportionnelles. Et je rappelle que la formule n'est absolument pas à savoir. On va parler un petit peu maintenant des ondes sonores. Donc les ondes sonores, c'est un petit peu comme le ressort dont je vous parlais tout à l'heure. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une propagation de la compression du ressort, on a une propagation de compression d'une tranche d'air. Donc là, par exemple, je vous donne deux petits schémas. Le premier schéma, ce sont les molécules de l'air qui sont représentées. Alors on parle de l'air, mais c'est valable dans les liquides, dans les solides, dans n'importe quel gaz. Le son se propage à partir du moment où il y a des molécules. Le plus souvent, on utilise le cas de l'air. Donc les molécules d'air sont représentées par des petits points et on voit qu'elles sont plus comprimées à certains endroits qu'à d'autres. Donc on a la pression qui est plus élevée à certains endroits qu'à d'autres. Le graphique d'en dessous représente tout simplement la pression en fonction de la position de laquelle on se place. La longueur d'onde, c'est tout simplement la distance qu'il y aura entre deux endroits où la pression est la plus élevée ou deux endroits où la pression est la plus faible. On reparlera de longueur d'onde un petit peu plus tard dans les autres chapitres. Donc toujours pour parler des ondes sonores, on a deux échelles de mesure. Pour mesurer un volume sonore, on a l'intensité sonore en watts par mètre carré, donc en gros c'est la puissance reçue par unité de surface, et le niveau sonore en décibels que vous avez l'habitude d'utiliser. On a une formule qui relie les deux, qui est encore une formule compliquée avec un logarithme. Le niveau sonore en décibels, c'est égal à 10 fois le log de l'intensité sonore, divisé par l'intensité sonore minimale que l'on peut entendre, que l'oreille humaine peut entendre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 12. Donc cette valeur-là est toujours donnée. On va parler rapidement du fonctionnement du micro avant de passer à un petit calcul de niveau sonore. Donc le micro reçoit des ondes sonores qui sont représentées par les petites vagues qui arrivent ici sur la gauche. Ces ondes sonores donc, font varier la pression de l'air, qui font donc bouger une petite membrane qui, elle, est fixée à une bobine. Cette bobine entre donc en mouvement par rapport à un aimant qui est fixe dans le micro. Le mouvement d'une bobine par rapport à un aimant, on l'a vu tout à l'heure et vous le connaissez, c'est le principe de l'alternateur, ça crée un courant électrique. Donc les mouvements de la membrane sont enregistrés électriquement grâce au principe de l'alternateur. Deuxième petit défi pour cette vidéo, à propos cette fois du niveau sonore. Donc là la formule elle est importante et elle est à connaître, et il faut savoir surtout la manipuler, c'est peut-être la plus grosse difficulté pour l'instant. Donc une voiture présente un niveau sonore de 100 décibels. On demande de combien baisse le niveau sonore, donc de combien de décibels diminue le niveau sonore si l'intensité sonore est divisée par 2. La logique est de commencer par calculer l'intensité sonore correspondant aux 100 décibels, d'en prendre la moitié et de regarder le niveau sonore correspondant. Donc je vous redonne les propriétés du logarithme. Comme tout à l'heure, je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de faire votre petit calcul. Bien, j'imagine que vous avez pris le temps de faire votre calcul.
Donc voici la correction. Donc si on applique la formule, niveau sonore égale 10 fois le log de I sur I0, le niveau sonore ici c'est L, c'est bien le 100 décibels, ce que je cherche c'est I. Donc I sur I0, si j'utilise ma formule, est égal à 10 puissance le niveau sonore divisé par 10, c'est-à-dire 100 divisé par 10. Ce qui me donne pour l'intensité sonore, une intensité sonore de 0,0100 watts par mètre carré. Si je divise cette intensité sonore par 2, 0,0050 watts par mètre carré, je refais le calcul du niveau sonore en appliquant cette fois directement la formule. 10 fois log de 0,0050 divisé par I0, on avait dit que c'était 10 à la puissance moins 12, et on trouve 97 décibels. C'est-à-dire que quand l'intensité sonore est divisée par 2, on perd seulement 3 décibels.